Bonjour à tous. Alors, nous allons discuter de Xamarin, qui est une méthode pour développer multiplateformes sur plusieurs OS, notamment iOS et Android. On va entrer dans le vif du sujet. Alors bonjour, moi je m'appelle Anthony Reboul, je suis développeur Android depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et je suis Cyril Catala, donc développeur plutôt sur les technologies Microsoft. Ça fait un peu plus de 6 ans que je travaille dessus. Et on travaille tous les deux chez SOAT, qui est une SS2I en Ile-de-France. Et on appartient particulièrement à un pôle, un département qui s'appelle le département expertise et innovation, dans lequel on fait pas mal de veille technologique. C'est dedans notamment qu'on a pu utiliser les Google Glass, qu'on va vous démontrer ce soir. On fait aussi pas mal d'accompagnement technique, des formations, de l'audit, de la réalisation de POC, des forfaits, Xamarin, Windows Phone, Windows 8. On va passer tout ça rapidement et passer au menu. Alors qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Donc on va commencer par vous présenter un peu Xamarin, donc l'outil, toutes ses possibilités. Ensuite on vous fera 2 démos. Une première démo qui est une sorte d'Hello World, histoire d'expliquer un peu le concept et de l'illustrer. Et une deuxième démo sur un projet un peu plus gros, avec un peu plus de fonctionnalités. Après, on parlera un peu de partage de code et puis on fera un petit bilan de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et on va commencer par présenter Xamarin. Vous connaissez peut-être pas. Donc en fait, quand on développe des applications mobiles, on commence principalement par, en général en tout cas, par l'approche native, c'est-à-dire développer avec les outils qui sont fournis par les éditeurs. Donc on va passer ça rapidement. Donc, pour Android, ça va être du Java plus Android Studio. Le principe, vous connaissez bien. Pour iOS, ça va être Objective-C, Xcode. Et pour Windows, HTML5, JavaScript, C# plus Visual Studio. Donc là, pour le coup, on a la même application qui va être développée 3 fois. C'est assez contraignant et ça amène des problèmes de maintenance. L'autre approche, ça va être d'aller un peu plus rapidement en partageant un maximum de code. C'est typiquement ce qu'on fait avec du web hybride, HTML, CSS, JavaScript. Il y a Lua pour le citer, ActionScript, etc. Il y a pas mal de solutions. Le problème, c'est que souvent, on va targeter les API au sens où on aura la possibilité d'accéder qu'au plus petit dénominateur commun. Donc finalement, on ne pourra pas exploiter 100% du matériel. Du coup, c'est là que se place l'approche Xamarin, un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on va avoir toute une couche native avec les interfaces graphiques, qui seront en fait, on va le voir plus en détail après, qui seront toutes exprimées en natif. C'est-à-dire qu'on va avoir sur iOS des storyboards, sur Android du XML et sur Windows Phone du XAML. Et tout ça, en fait, sur toutes ces plateformes, on va développer en C#, ce qui va permettre de créer une partie commune, donc en général la partie plus métier de l'application. Et du coup, au final, on se retrouve avec une solution qui mélange du natif avec l'approche partage de code. Alors, ce qu'il faut savoir avec Xamarin, c'est que cet outil nous donne accès à toutes les API sur chaque plateforme. C'est-à-dire que vous n'allez pas du tout être limité, vous aurez accès à la même chose que si vous développiez votre application Android sous Android Studio ou Eclipse. Donc, on n'est vraiment pas limité là-dessus. Donc, par exemple, pour une application Windows Phone, bon, c'est en C#, donc Xamarin n'intervient pas trop là-dessus, on a tout le framework .NET. Pour une application iOS, du coup, on va avoir accès aux spécificités de la plateforme, donc UIKit, iBeacon, et on aura en plus par-dessus des fonctionnalités du framework .NET qui vont se rajouter du coup par-dessus l'API pour iOS. Et du coup, la même chose pour Android, on aura accès à l'Action Bar, au NFC, enfin à toute l'API, vraiment, on n'est pas du tout limité, avec en plus, du coup, encore les fonctionnalités du framework .NET. Donc, pour être clair, tout ce que vous pouvez faire, que ce soit avec l'Objective-C, avec Swift, ou encore en Java sous Android Studio ou Eclipse, vous pourrez le faire en C# avec Xamarin. Il n'y a aucune limitation là-dessus. Et la question qu'on peut se poser, ça a l'air un peu magique comme ça, mais qu'est-ce qu'il en est des performances? Donc là où c'est sympa, c'est qu'on a une approche qui colle vraiment à l'approche native. Sur iOS, en fait, on va avoir une compilation qui va être ahead of time. Donc ça, c'est des contraintes plutôt posées par Apple qui empêchent la génération de dynamique de code. C'est la licence qui impose ça. Du coup, la petite astuce qu'a trouvé Xamarin, c'est de faire de la compilation en avance de phase. C'est ce qui est apporté aussi avec Art, notamment sur Android L. Le principe, c'est tout simple, c'est compiler les sources à l'avance, puisqu'on connaît déjà le matériel sur lequel on va déployer. Donc on compile au maximum en avance, ce qui permet d'avoir un code binaire qui va être déployé sur les téléphones ou tablettes. Donc on est en binaire, on est au plus près du natif, donc on a des performances vraiment natives. Du côté d'Android, non. Allô? C'est bon, je suis revenu. Du côté d'Android, c'est un tout petit peu différent dans la mesure où on embarque à la fois le runtime .NET et le runtime finalement Android qui vont communiquer l'un avec l'autre. Donc on a Dalvik plus le runtime .NET qui vont papoter ensemble. Là, on peut se dire, bon, il y a quand même un petit pont à faire entre les deux mondes, donc il y a peut-être un petit peu de latence.
Finalement, il y a des benchmarks qui montrent que le runtime .NET est un tout petit peu plus rapide que le runtime d'Alvik, ce qui fait qu'en fait, tout ce petit temps gagné est compensé aussi par le temps perdu qui fait communiquer ces demandes. Donc au final, on arrive à des performances vraiment, on va dire, à 99% natives en ressenti. Donc au final, Cyril, tu nous dis qu'on peut faire des applications natives pour chaque plateforme, mais qu'est-ce que tu entends dans le fond par natif? Natif, en fait, il y a différents aspects. On a essayé de trouver un peu les 3 critères principaux qui sont retranscrits par cet aspect-là. Ça va être d'une part une interface native. C'est quoi? C'est des contrôles qui sont natifs, qui ont le look and feel de la plateforme. Ça, c'est pour respecter l'interface, l'expérience utilisateur en tout cas. D'autre part, on a l'API, donc les API qui vont permettre de tirer profit au maximum du matériel. Ça, on l'a vu, on a une couverture à 100% avec Xamarin. Et enfin, les performances, pareil, on vient d'en discuter. Là-dessus, on colle vraiment à des performances natives qui vont être optimales. Finalement, les applications Xamarin ont l'air natives, tout simplement parce qu'elles sont natives. Elles le sont. Donc maintenant, on va parler un peu plus des outils qui sont à notre disposition pour développer en Xamarin. Donc on a 2 choix. Le premier choix, c'est d'utiliser Xamarin Studio. Donc c'est un IDE qui a été développé spécialement pour faire du dev Xamarin. Il est disponible du coup sur PC et sur Mac. Et la deuxième option, c'est d'utiliser le plugin qui est mis à notre disposition, qui est un plugin de Visual Studio, du coup, pour faire notre développement Xamarin sous Visual Studio. Donc, on peut compiler sous Android. La même chose pour iOS, à un détail près qui n'est pas un petit détail, c'est qu'on a besoin d'un Mac. Donc, soit vous devez travailler sur Mac, soit vous devez avoir un Mac sur votre réseau. Il y a un petit outil qui permet de faire la connexion, et du coup, vous utiliserez le Mac sur votre réseau pour builder votre package à distance. Donc ça, c'est la petite contrainte pour iOS. Et sinon, on a le debugger qui est intégré avec les émulateurs et tout ce qu'il faut, comme quand on fait du développement natif. C'est-à-dire que tu peux te brancher avec ton debugger, faire du pas à pas, des petits breakpoints. Exactement, il n'y a aucune limitation là-dessus. Cool. Donc, on a également le designer Android qui est intégré directement. Donc, on peut avoir un petit aperçu de l'interface utilisateur. On peut bien évidemment éditer notre layout, mais on verra ça un petit peu plus tard. Et du coup, on peut voir les différentes tailles d'écran, on peut changer de thème, on peut voir le rendu avec les différentes versions de l'OS. Donc ça, c'est pour le designer Android. Et on a à peu près la même pour le designer iOS. Donc pareil, on aura des interfaces natives, on va gérer vraiment des storyboards. On a le support de l'auto-layout. Voilà, donc en gros, c'est les storyboards comme on connaît depuis iOS 6. Il n'y a pas de support de Xip par contre, pour ceux qui connaissent. Ça reste vraiment limité au storyboard. Côté designer, Xamarin. La petite contrainte, on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'il faut toujours un Mac connecté sur le réseau, donc à la fois pour compiler les sources et aussi pour travailler sur le designer. Donc soit on travaille directement sur un Mac pour tout faire, ce qui est un peu plus simple en général, soit effectivement on a un Mac sur le réseau qui fait un petit peu le boulot à distance. Un autre avantage de Xamarin, c'est qu'on aura l'accès à l'API de chaque plateforme, ce sera toujours à jour. C'est-à-dire que quand il y aura une nouvelle mise à jour qui sortira sur une plateforme, Xamarin, donc quand elle sortira en mode release, Xamarin nous permettra l'accès day one à cette plateforme. Donc que ce soit pour iOS, pour Android, on peut également développer sous Nokia X. Pour des choses qui sont sorties plus récemment, on a de l'Android Wear et de l'Android TV, ou encore du Google Glass, chose qu'on va vous montrer tout de suite dans la démonstration. Du coup, là, on va voir un premier projet. Donc, on a fait un Hello World 2Bet avec Xamarin. Donc, c'est tout simple. On va accéder à notre application. Donc voilà, vous pouvez voir ici qu'on a donc notre application Hello World qui a été faite avec Xamarin. On va regarder après sous Android la même application et également sous Windows Phone. Bon, on n'a pas grand-chose, hein, c'est juste un Hello World. Ce qu'on veut vous montrer un peu, c'est le principe. Donc je vais la remettre sous glace. Voilà, donc on peut voir ici qu'on a la même application 3 fois. Donc pour vous montrer un peu le partage de code, je vais revenir dans Visual Studio. Donc au niveau de la structure de notre projet,
Donc sur la droite, vous pouvez voir qu'on a tous nos projets. Donc on va avoir notre projet Windows Phone. Si on rentre à l'intérieur, au niveau de la structure du projet, on aura bien notre XAML avec notre code behind. C'est la même chose sur iOS où on aura notre storyboard. Et je vais vous montrer Android parce que c'est ce qui doit vous parler le plus. Donc on a bien nos ressources avec nos drawables, les layouts, les values. On a notre activity. On vous montrera ça plus en détail tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que tous ces projets, donc pour chaque plateforme, vont taper sur notre projet commun qui est ici. Ce qui veut dire que ici, si je modifie un peu le code, et que je mets hello droidcon par exemple, voilà, et que je vais lancer par exemple le projet Windows Phone, on peut voir que ça l'a bien modifié. Même chose si je relance mon projet Android. Ça va prendre un peu plus de temps, mais, mais on va voir qu'en gros, le projet de chaque plateforme va taper à un même endroit. Donc au final, si on veut faire une modification, on a juste à faire la modification à un endroit et ça va impacter tous nos projets. Et tu peux peut-être montrer aussi qu'on peut débugger pas à pas, juste rapidement. Je vais attendre juste que le projet Android se lance, histoire de montrer que ça a bien modifié le projet Android. Alors, une petite anecdote par rapport à ça. Donc là, on est sur l'émulateur de base en fait, qui est quand même x86, mais il a un petit peu de mal quand même. On aurait pu utiliser du Genymotion ou des émulateurs un peu plus véloces. La problématique, c'est que si on veut montrer l'émulateur Windows Phone, on a besoin de Hyper-V, qui est le moteur de virtualisation sur Windows. Et si on désactive Hyper-V, du coup, ça résout les problèmes, mais du coup, on ne peut plus lancer l'émulateur Windows Phone. Donc, on a essayé de faire un peu l'entre-deux. Du coup, on utilise l'émulateur pas forcément le plus véloce, ce qui n'est pas très pratique pour les démos. On est désolé. Mais en tout cas, au moins, on peut mettre tous les émulateurs face à face. Voilà. Bon, donc là, c'est lancé. Je vais repasser sous Windows Phone du coup, pour vous montrer qu'on a bien accès au debugger. Non, bon, mais bon, je vais la mettre sur Android alors. Hop. Donc là, on va faire tout simplement un breakpoint dans notre onCreate. On va relancer tout ça. Non, parce qu'on sait que vous ne croyez pas, donc on préfère vous le montrer, hein, comme ça on est sûr que ça marche. Et donc l'autre petite anecdote, donc ça c'est pour meubler, en général, ça aide bien, c'est qu'on a un émulateur qui n'est pas forcément le plus véloce, certes. En plus, il y a un autre phénomène qui se passe, c'est quand on pousse les sources Xamarin sur un émulateur qui est sur Android ou iOS, en fait, il va embarquer tout le framework .NET, si vous voulez, en fait, tous les symboles, tout ce qui est utile pour faire du debug. Ça fait que le premier lancement va souvent être un peu plus long que les autres. Et après, on a un déploiement plus, un fast deployment, ils appellent ça, où cette fois-ci, on embarque plus toutes ces DLL. Donc c'est une opération qui est one shot, qui se fait au premier coup, qui du coup est un peu longue. Et là, on voit que c'est un tout petit peu plus rapide. Donc là, on voit qu'on a bien accès à notre breakpoint, il n'y a pas de souci. Et du coup, on a accès à tout le debugger. On va passer au deuxième projet. Ouais. Parce que, donc, au niveau des Hello World, c'est bien gentil, mais on avait envie de vous montrer quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc on a fait un deuxième projet. On avait le... Je sais pas si tu veux le... Ouais, alors en fait, le but de la démo, c'est de montrer qu'on avait un point central dans lequel on partageait du code. Donc là, c'était vraiment le Hello World. Et là, du coup, en faisant une modification à un endroit, un seul endroit, on a directement impacté tous les projets qui dépendaient finalement de cet endroit. Donc la démo, foncièrement, c'était ça. J'ai une modif, elle est impactée directement sur tous mes projets. Donc alors là, c'est ultra simple. Comment? Exactement, donc c'est vraiment débile, on est d'accord, c'est ultra simple. Là justement, on va essayer de montrer un scénario un peu plus compliqué. Après, on ne pouvait pas monter, si vous voulez, une archi qui montre toute la puissance du partage de code. On aurait pu, mais je pense que ce n'était pas le but. Et surtout, en à peu près une demi-heure, c'est impossible de vraiment tout voir. Donc là justement, on va essayer de vous montrer un projet un peu plus sympa. Tac, tac. Là, je vais vous montrer sur Glass d'abord. Je vais partir sur OK Glass. Donc le principe, c'est quoi? C'est qu'on a une petite application qui nous challenge sur la technique de drag. Donc le principe, c'est quoi? C'est on lance un challenge et on nous dit, tiens, utilise cette technique de drag, et si tu arrives à la débloquer, si tu arrives à tes fins, tu pourras rajouter ta conquête, on va dire, sur une application qui, elle, sera plutôt mobile. Donc là, par exemple... C'est bien, tu l'as lancé. Alors je vais lancer du coup tout seul. On va la refaire. Hop là. OK Glass. Give me a challenge.
là, en fait, ce qui me donne, en fait, c'est justement une méthode de drag. Donc, vous verrez l'inspiration pour ceux qui connaissent. Donc là, en fait, on voit qu'on a un taux de réussite de 66,7%. Donc, on l'accepte ou pas. Là, je vais juste taper dessus. Donc là, j'accepte le challenge. Je vais aller un peu vite. Je ne sais pas si tout le monde a vu. On va la refaire. En fait, j'ai deux options. C'est soit challenge accepted, soit j'abandonne. Moi, j'accepte. J'ai pas peur. Donc là, une première vignette en fait, qui nous présente grosso modo les données globales sur la technique. Donc on voit qu'on a un taux de réussite plutôt important. Il faut juste avoir un courage immense. Et après, si on slide sur le côté, sur les cartes qui suivent, donc là, en gros, on a les différentes étapes de drag. On vous donnera le détail à la fin si vous voulez. Et pour ceux qui testent, on vous direz. Ça marche. On ajustera les stats comme ça. Donc là, le principe est relativement simple. On a essayé d'adapter en fait aux glaces, où finalement on porte les glaces, on dit juste une petite phrase, et puis tout de suite on débloque un challenge. Ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est une expérience un petit peu complémentaire. Voilà, donc là on a l'aperçu de ce que donne l'application sur Glass. Maintenant, on va vous montrer ce que ça donne sur du coup Android et Windows Phone. On va essayer de vous montrer aussi rapidement sur iOS, parce qu'on l'a porté aussi sur iOS, mais niveau temps, ça va être... Ouais, on fera un petit switch à un moment pour vous prouver qu'on l'a fait, et qu'on ne l'a pas fait pour rien aussi. Donc là, grosso modo, vous voyez, j'ai un projet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Visual Studio, grosso modo, j'ai tous mes projets qui sont... Peut-être tu peux montrer vite fait l'application sur les... Et je vais d'abord montrer l'application sur téléphone. Voilà. C'est tout à fait... Donc là, ça ne fonctionne pas pareil, c'est-à-dire qu'on a accès directement à la liste de tous nos challenges. Donc on va pouvoir choisir le challenge, voir un peu les détails, et on retrouve les mêmes fonctionnalités que sur Glass, du coup, avec toutes les étapes. On a rajouté également le partage via les réseaux sociaux ou par email, par SMS. Voilà. Donc effectivement, on a un affichage plutôt sommaire, c'est pas waouh. Le principe, c'est de montrer qu'on arrive à s'adapter aussi aux différences de chaque plateforme. On a un coup notre action bar en haut qui contient bien le bouton pour faire notre share, alors qu'on a une application bar sur Windows Phone. Après, on peut faire notre petite share ici. On n'a pas dû me lancer sur... Hop. Donc là, par exemple, je peux partager par texto. Donc là, on a une fonctionnalité qui est native, pour le coup, qui tape vraiment dans les fonctionnalités du système, du SDK de base. Donc on verra après dans le code comment ça se passe. Voilà, donc en tant que développeur Android, on aimerait bien voir un peu dans le code à quoi ça ressemble vraiment le code de notre application. Bien sûr. Donc là, on a notre projet Android, relativement classique. Donc là où c'est intéressant, c'est que même si on est sur un projet Xamarin, il y a vraiment les mêmes paradigmes, les mêmes concepts qu'on peut avoir sur du développement natif. Donc là, on retrouve bien notre dossier, on l'a vu tout à l'heure avec les drawables, les layouts, etc., etc. On a deux activities. On va regarder rapidement la main. Hop. Je ne sais pas si tout le monde y voit. Voilà. Donc là, en fait, on a une activity. On voit qu'en haut, on a ce qu'on appelle un attribut, ici, qui nous permet d'assigner. Donc, on n'a pas à le faire en fait, directement dans le manifeste comme on le fera un natif directement. Mais là, typiquement, on peut attribuer notre petit label d'activité, petit booléen pour dire que c'est le main launcher, l'icône et surtout, par exemple, le thème également. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on aurait fait directement dans le manifeste, un natif. Ça va être injecté automatiquement par Xamarin pour nous générer le manifeste quand on va builder notre projet. Donc là, on hérite d'une liste activity. Donc on est vraiment en terrain conquis, c'est-à-dire qu'en tant que développeur Android, en principe, là, vous reconnaissez à peu près vos bébés. On a bien le onCreate, on fait un petit init. J'ai un scroll un peu bizarre. On a bien un array header ici pour afficher notre liste sur la liste view. Et quand on va cliquer sur un item de la liste view, ben on fait bien appel à un intent, comme on le fera en natif encore une fois. On alimente nos extras là-dedans et puis on start l'activity qui va bien pour faire la navigation. Voilà, peut-être tu peux montrer un peu la detail activity du coup, où on affiche les détails de notre activité. Donc c'est un peu pareil, on a le onCreate, on set notre view content à partir de notre layout qu'on va vous montrer juste après. On a le menu inflator pour tout ce qui est action bar. Au final, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on fait en Android en Java, sauf que du coup, c'est du C#. C'est ça. L'avantage, c'est que Java C# ne sont pas très éloignés non plus. Il y a juste des majuscules qui se transforment, enfin des minuscules qui se transforment en majuscules un petit peu. Puis quelques petits concepts qui sont un peu sympas aussi en C#. Je ne voulais pas montrer en fait sur la main activity. Je vous montre ça rapidement. Vous voyez, en fait, ici, on a un petit service. Je vous montrerai après, c'est dans la partie commune. Donc ça va être du code qu'on partage dans tous les projets. On a un service qui nous permet d'accéder à la liste des challenges. Ça, on peut imaginer que c'est un appel HTTP sur le réseau. Donc ça, c'est quelque chose qui est asynchrone. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir avec de l'asynchronisme derrière pour éviter de trop plomber le thread de l'interface graphique. Là, typiquement, en fait, ce qu'on voit, c'est deux mots-clés, c'est async et await.
Donc ça, en Java, vous avez l'habitude en général de déclarer plein de delegates imbriqués. Si on fait n appels, on aura n delegates qui vont être imbriqués. C'est pas forcément digeste, on va dire, comme ça, de prime abord. C'est pas super maintenable. Là, il y a une syntaxe un peu particulière à C# ici, qui est de déclarer donc 2 mots-clés, async await, et de faire des appels, comme on peut le voir là, comme si c'était synchrone. Et on délègue, si vous voulez, la création des delegates, tout ce qui est un peu laborieux, tout ça, tout ce qui va compliquer le code, ça, on délègue directement au compilateur. Donc, en fait, je pourrais faire plein d'appels séquentiels de manière assez simple et surtout visuellement assez agréable. Et on peut même faire des petites actions assez sympas. C'est attendre par exemple que tous les appels soient terminés en même temps. On peut tous les lancer en parallèle et faire en sorte que tous les appels se terminent en même temps. Et des petites syntaxes, des petits mots-clés, plutôt pas mal de ce côté-là. Peut-être tu peux nous montrer un peu l'interface du coup. Ouais. Donc au niveau de l'interface, ce sera exactement la même chose. Donc là, on peut voir un peu le. Je montre d'abord le XML. Donc voilà, donc ça c'est relativement classique. Normalement, voilà, pour le coup, il n'y a rien de très compliqué. Et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on a le petit designer associé aussi. Toc. Alors normalement, il devait arriver sur le thème par défaut, pour que je vous montre un petit peu la différence. Donc là, on peut déclencher des thèmes. Donc on a toute une liste disponible ici. On peut mettre du matériel, une fois qu'on a installé le SDK Android L. On peut mettre du holo, etc., etc. Voilà, au final, on a à peu près les mêmes fonctionnalités que le designer sous Android Studio. Du coup, on a accès à différents devices, différentes versions d'Android. C'est ça. Donc on peut avoir le rendu à chaque fois sur chaque plateforme. Et on a un petit système aussi qui nous crée, comme sur Android Studio aussi, des nouveaux layouts. Donc là, pareil, on va pouvoir spécifier à chaque fois nos petites résolutions, les tailles d'écran, etc. pour décliner nos layouts. Et on a même une fonctionnalité qui permet de, par exemple, si on veut ajouter le même bouton sur différents layouts qui sont adressés sur des résolutions différentes, on peut ajouter ce même bouton de manière synchronisée, on va dire, sur n layouts en même temps. Il y a une petite feature un petit peu sympa comme ça, qui pour le coup, je crois qu'on n'a pas sur Android Studio. Je dis peut-être des bêtises. Du coup, tu peux nous montrer peut-être la partie commune du coup pour finir. Ouais. Donc là, c'est la partie commune où du coup toutes les applications de chaque plateforme vont taper sur cette partie. C'est ça. Donc c'est là où on voit qu'on a une petite phase, une petite partie partage de code, même si elle n'est pas folle. On voit ici qu'on a nos données qui sont sérialisées en JSON. On a ici le petit service dont je parlais tout à l'heure qui permet de renvoyer ces données-là. Donc on a deux méthodes ici. Donc le getChallenge qui renvoie toute la liste des challenges. Donc ça va être pour les applications mobiles. Et on a le getRandomChallenge qui lui va servir pour Google Glass. Donc toute cette partie en fait est dans la partie commune. Et après on a la partie un peu plus, on va dire basique, modèle. Ici j'en ai pas beaucoup. C'est tout simplement l'objet qui va modéliser mon challenge. Et là-dedans, en fait, je l'ai mis à part d'un autre projet. Pourquoi? Parce que typiquement, on peut imaginer un scénario où on aurait un serveur qui serait aussi en C#. Et là, on pourrait partager du coup encore plus de données. En fait, finalement, le partage ne se restreint pas aux clients. On peut aussi le partager avec nos services, nos serveurs, etc., etc. Donc là, on voit que la partie commune, typiquement, nous donne accès déjà à un certain nombre de fonctionnalités qui sont un peu plus évoluées que juste une string qu'on partage entre plein de projets. Ce qu'on verra, c'est qu'on peut aller plus loin en fait, dans ces concepts-là, avec plein de patterns différents, qui du coup pourront faire en sorte de partager beaucoup plus de code. Peut-être passer sur la presse. Du coup, on va parler un peu plus de partage de code. Donc sur les deux démonstrations qu'on vous a fait là, on n'a pas pu forcément bien illustrer le partage, tout simplement parce que c'est des applications qui restent quand même hyper simples et qu'on ne peut pas présenter une grosse application en si peu de temps. Faut savoir qu'il y a des design patterns qui permettent d'améliorer encore le partage de code, comme le modèle ViewModel qui est beaucoup utilisé dans le monde Microsoft. Sur des grosses applications, ça va beaucoup dépendre de tout ce qui est votre business code et de vos interfaces. Si vous avez beaucoup de business code et des interfaces assez simples, on peut atteindre jusqu'à 75-80% de partage de code. Après, si vous avez des interfaces qui sont plus évoluées, on peut tourner aux alentours des 50%. On peut voir que ça peut changer aussi pas mal d'un OS à l'autre. On peut voir qu'il y a un peu moins de partage de code sur iOS, un peu plus sur Windows Phone. Donc voilà pour ce qui est un peu statistique au niveau du partage de code sur des projets qui sont réels du coup. Donc ça c'est ce qu'on vous a présenté actuellement, donc avec notre code business et puis après nos interfaces et le code spécifique à chaque plateforme. Maintenant, nous on aimerait aller encore plus loin et ce qu'on aimerait avoir c'est ça.
c'est-à-dire avoir une interface commune et avoir juste l'appel aux API qui est pour chaque plateforme. Donc cette partie-là qu'on aimerait avoir, ça s'appelle Xamarin Forms. C'est arrivé il y a 4 mois, en mai dernier, avec Xamarin 3. Alors, qu'est-ce que c'est le concept de Xamarin Forms? En fait, c'est de créer une interface commune. Donc, on va créer notre interface à un seul endroit, et c'est le framework qui va s'occuper de recréer cette interface pour chaque plateforme. Sachant que cette partie Xamarin Forms n'empêche pas l'appel aux différentes API pour chaque plateforme, et n'empêche pas non plus de créer nos interfaces sous forme de layout. C'est-à-dire qu'on ne sait pas choisir entre Xamarin Forms ou nos layouts. On peut très bien faire nos interfaces simples, comme une interface de login ou de profil avec Xamarin Forms, et nos interfaces plus complexes sous forme de layout, comme on le ferait en natif du coup. Donc c'est une prise en main facile. Par exemple, moi, en tant que développeur Android, du moment que je sais utiliser Xamarin Forms, je m'en fous de savoir comment on fait des interfaces sous iOS ou sous Windows Phone. Xamarin Forms s'en occupera pour moi. Et actuellement, du coup, on a à peu près un peu plus de 40 contrôles qui sont disponibles dans Xamarin Forms. Donc, ça va des radio buttons aux edit text, aux checkbox, enfin tous les contrôles les plus utilisés sur les différentes plateformes. Et concrètement, encore une fois, ça a l'air un peu magique. Donc un petit topo juste pour savoir comment ça marche. Alors là, je suis désolé, c'est un peu petit. Vous ne verrez pas tous. Dans le principe, en fait, on va avoir un code qui va être décrit potentiellement en C#, qui va dire, voilà, je veux placer une page. Je veux un conteneur de type qui va empiler en fait, les éléments à l'intérieur. Et là, pour l'exemple, en fait, je vais générer à partir d'un bout de code unique 3 interfaces distinctes qui s'adaptent bien à chaque plateforme. Donc là, en l'occurrence, c'est relativement simple. C'est une petite interface login password avec le petit bouton pour se loguer. Donc concrètement, on a une seule API pour générer des interfaces natives et spécifiques aux OS. Donc la retranscription se fait toute seule. Et là, c'est vraiment à l'exécution que Xamarin Forms va transposer chaque élément graphique dans son équivalent de la plateforme qui est ciblée. Donc concrètement, là, dans le vocabulaire Xamarin Forms, en fait, on va avoir une entry. Une entry, c'est quoi? Sur iOS, ça va être une UI text view. Sur Android, ça va être une edit text. Et sur Windows Phone, ça va être une textbox. Donc concrètement, voilà, c'est vraiment un moteur qui fait la retranscription comme ça. Des contrôles comme ça, on en a une quarantaine. Ils sont assez variés. Après, dès qu'on veut des interfaces un peu plus complexes, comme disait Anthony tout à l'heure, là, on va plutôt taper du côté de l'approche native, on va dire. Une dernière chose, il faut savoir que vous pouvez ne pas vous limiter à ces contrôles-là et créer vos propres contrôles Xamarin Forms. Ce n'est pas quelque chose qui est fermé et vous pouvez vous-même faire la correspondance sur chaque OS. C'est ça, c'est extensible. Et petit bonus aussi, on peut déclarer ces interfaces, si on n'a pas envie de le faire en C# brut, on peut le faire aussi dans un format qui ressemble énormément au format qu'on a l'habitude d'utiliser sur Windows Phone et Windows 8, qui est le XAML. Foncièrement, c'est du XML, donc c'est quelque chose de balisé. C'est un peu plus digeste, on va dire, à la lecture. Et vous voyez un petit exemple ici. Encore une fois, c'est très petit. Vous pourrez obtenir les slides après si vous voulez voir un petit peu plus en détail ou aller sur xamarin.com. Donc, concrètement, si on résume vraiment les deux approches qu'on a avec Xamarin aujourd'hui, c'est d'un côté l'approche tout C#, donc ça c'est de base, avec les interfaces qui sont natives. D'accord? Donc là-dessus, on est plus dans la qualité, on est plus dans la complexité aussi. Et de l'autre côté, on a du Xamarin Forms qui nous permet d'unifier toutes ces interfaces et de faire la correspondance pour chaque plateforme native automatiquement. Là, pour le coup, c'est bien. Par contre, c'est en général des interfaces qui sont plus simples, type écran de login, type écran de settings. Là où c'est sympa, c'est qu'on peut mixer les deux. On peut très bien avoir une interface native qui contient du Xamarin Forms et du Xamarin Forms qui génère une interface native plus complexe. Donc c'est vraiment, voilà, on peut vraiment mixer dans les deux sens. C'est là où ça devient puissant et vraiment très intéressant pour la productivité et pour l'approche, encore une fois, partage de code. L'heure du bilan. C'est l'heure du bilan. On passe à la caisse. Si la zapette veut bien. Hop. Donc, on a vu tous ensemble que grâce à Xamarin, on pouvait avoir des applications natives. Donc, au niveau de l'expérience utilisateur, ce n'est pas du tout dégradé. C'est vraiment un look and feel natif. Et au niveau des performances, c'est pareil, on est sur des performances natives, donc là-dessus, on n'a pas de souci. Pareil, on a vu qu'on pouvait partager beaucoup de code. Après, ça va dépendre des frameworks qu'on va utiliser, des architectures qu'on va vouloir mettre en place. Il y a pas mal de solutions, il y a beaucoup de documentation aussi sur le site de Xamarin. En tout cas, de base, on est en C# sur tous les OS.
Donc de base, on a envie de se dire on peut partager du code, et c'est déjà une possibilité qui est plutôt sympa. Donc au niveau des API, comme on l'a dit, on a accès à tout, vous n'êtes pas limité là-dessus du tout. Ce que vous pouvez faire en natif, vous pourrez le faire avec Xamarin, il n'y a aucun souci là-dessus. Et dernier point, et pas des moindres, la communauté est vraiment grandissante. Il y a un gros buzz autour de Xamarin. D'une part, c'est pas mal poussé aussi par Microsoft via son partenariat avec Xamarin. Xamarin, c'est aussi 2 prix Gartner 2 ans d'affilée. C'est une communauté qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et c'est aussi des investissements récemment qui sont de plus en plus gros. Ils ont typiquement touché 54 millions de dollars il y a moins d'un mois à peu près. Donc voilà, donc c'est vraiment un outil sur lequel on peut avoir confiance aussi sur le long terme. C'est quelque chose de performant avec la communauté qui suit. La contrepartie de tout ça, on va parler du prix un peu. Donc il faut savoir que tous les prix qu'on va citer ici sont par développeur, par plateforme, par an. C'est-à-dire si vous voulez toucher iOS, Android, il faut multiplier les prix par 2. On va le voir. Donc on a un premier starter qui est gratuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous serez limité au niveau de la taille de votre package. Grosso modo, la taille limite correspond à un gros Hello World. Ça permet de tester vite fait, quoi. C'est ça. Deuxième type de licence, ça va être Indie, à 299 $. Donc là, c'est plus pour les indépendants ou les petites entreprises. Là, on a accès du coup à Xamarin Studio, mais pas au plugin Visual Studio. Et à noter que depuis 2 mois, Xamarin propose aussi un abonnement mensuel, qui est celui-ci, à 25 $ par mois pour la licence Indie. Donc je rappelle, par développeur, par plateforme. Donc il faut faire x2 si vous voulez faire iOS et Android. On a le package business qui est actuellement le plus utilisé. Grosso modo, c'est le package Indie avec du coup le plugin à Visual Studio en plus qui n'est pas présent dans la version Indie et du support. À 83 $ par mois. Voilà, x2 du coup envie sur de les deux faire plateformes. annuel. Et le dernier, ça va être l'Enterprise à 1899 $. Donc ça, c'est pareil, c'est le business plus, on va dire, plus de réactivité de la part de Xamarin avec un SLA à 1 jour. Grosso modo, vous avez un bug un peu bloquant, s'il peut être corrigé rapidement, ils vont vous le pousser directement sur la branche stable et ça vous débloquera pas mal de situations. Donc là, c'est vraiment si vous êtes dépendant énormément de l'outil et que vous avez besoin d'une relation plus étroite avec Xamarin. Ça coûte aussi son prix. 158 $ par mois. Il faut savoir qu'on a une version d'essai aussi de 30 jours. Donc on a accès au package business pendant 30 jours. Si vous voulez essayer, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez tester, vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Le plugin de Visual Studio, ce qui est vraiment un plus. Donc ça, c'est pour la version d'essai. Et enfin, si vous avez un compte MSDN, donc un compte qui vous donne droit à des licences Microsoft, qui est un compte payant en général, vous avez aussi des prix spéciaux pour Xamarin. C'est pas du divisé par 2, mais on n'en est pas très très loin non plus. Voilà, il y a des prix spéciaux aussi qui sont pour vous si vous avez un compte MSDN. Voilà On pour a la fait le tour. présentation. Si vous avez des Si questions, vous avez des questions, on a des Zéro. réponses. on l'espère en tout cas. Bonjour, merci pour la présentation. Je n'ai pas bien compris s'il y avait une machine .NET VM qui était inclus avec les packages qui s'exécutaient et que du coup on allait se taper une empreinte mémoire importante et éjecter les autres applis. Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a un runtime qui est embarqué. Par contre, il y a un garbage collector aussi qui est propre à .NET et qui communique du coup avec garbage collector d'Alvik et qui fait le travail aussi pour ramasser les miettes. Ouais, mais du coup on se retrouve avec des applications qui sont plus gourmandes en espace par rapport à un pur natif. Oui. Et du coup les autres applis qui tournent dans l'OS peuvent être éjectées par ce biais-là. Alors en fait, Ça, le c'est package en lui-même va effectivement être un peu plus lourd. Par contre, en empreinte mémoire, c'est pas non plus forcément Alors, on flagrant. a deux VM. Il y a, quoi. ouais, voilà, en gros, il y a 2 VM, donc il y a forcément un petit surplus, donc il y a forcément effectivement Il y a un un- risque un peu plus accru de se faire killer. Et il y a un boot de la deuxième VM qu'on n'a pas avec Dalvik puisque c'est juste un fork qui est fait dans Android, enfin on rentre dans les détails techniques. J'ai pas précisé, ça supporte aussi ART pour les prochaines versions d'Android en tout cas. Et ensuite, au niveau de la colle avec les API standards, c'est juste un mécanisme de conversion au niveau du langage qui lui permet d'attaquer les API Java directement. Ce qui lui Et permet un d'avoir système de mapping, binding, en fait, ils appellent ça, c'est des wrappers grosso modo sur les API natives. Et voilà, en gros, ça communique à la fois au niveau managé, aussi au niveau non managé en C++ directement. Il y a pas mal de binding aussi à ce niveau-là. D'accord, très bien, merci. Bonjour. Alors je voudrais juste revenir sur le wrapper qu'on vient d'évoquer. Est-ce qu'on a la main dessus? Est-ce qu'on peut faire un custom wrapper ou Ouais, si absolument. jamais il y a une conversion entre guillemets qui nous plaît pas Pareil, on l'a pas précisé, on peut générer ce qu'on appelle des bindings. En gros, si on a une librairie native qui nous plaît, qu'on a envie d'intégrer à notre projet Xamarin, en fait, on a toutes les billes pour générer
le binding autour de ce projet natif, en fait. Il y a un petit travail de conversion, au sens où entre Java, par exemple, et C#, on n'a pas exactement les mêmes notions, notamment au niveau des accesseurs. Donc il va falloir ajuster souvent, tiens, ce protective, il va falloir transformer en public. Donc on a toute une API en fait, qu'on va déclarer au format XML, qui permet d'ajuster un petit peu le tir. Mais grosso modo, on donne le jar, et lui, il nous génère automatiquement le code C# associé. Et après, il n'y aura plus qu'à embarquer en fait, l'assembly, la DLL, dans notre projet Xamarin pour consommer cette librairie. Moi, j'ai pris l'exemple en Java. D'accord. Et deuxième petite question. Alors moi, j'utilise énormément les fonctionnalités qu'offre Gradle. Est-ce qu'il y a un équivalent ou est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de... Parce que du coup, le système de build, il est propre à Xamarin. Si, pardon. Le système de build est propre à Xamarin. Le système de build est propre à Xamarin. Après, on peut très bien le brancher à l'intégration continue. Ce sera plus, on va dire, en mode .NET, entre guillemets. Après, sur le build, il n'y a pas forcément de limitation. Après, au niveau Gradle, je ne pourrais pas descendre dans le détail. Je ne connais pas assez pour dire si c'est la même fonctionnalité exactement. Après, on peut en discuter plus en détail tout à l'heure, D'accord. Si vous voulez. Merci. Cette question? Ouais. Oui. Je voulais savoir si j'ai du code existant ou des libraries existantes. Est-ce qu'il y a moyen de les intégrer ou de les faire communiquer avec du Xamarin? Ouais, c'est ce que je disais en fait. C'est du code existant au sens en Java par exemple ou en Objective-C. Ouais, en Java ou en Objective-C. Ouais. En fait, c'est là où on va créer nous-mêmes les wrappers en fait pour consommer justement ces librairies. Donc là, il y a un petit travail, on va dire, qui est en grande partie fait par des outils qui sont fournis par Xamarin. C'est-à-dire que lui, en fait, à partir des librairies, il va extraire les métadonnées et il va en générer derrière le C# associé pour consommer toutes ces API. Par contre, comme je disais, il y a un petit travail aussi d'adaptation en fonction de la taille de la librairie aussi. D'accord, ouais, donc c'est seulement sur les libs. Si j'ai du code à côté, je peux pas l'intégrer et l'intégrer dans la chaîne de compilation. Non, ça va être difficile. D'accord. Ça va être difficile. Il y a des petites possibilités, mais ça va être un peu plus touchy, on va dire. En général, on conseille plutôt de wrapper directement. Et donc, je pose la question sur iPhone, mais au niveau storyboard, j'imagine que le storyboard Xamarin, c'est pas quelque chose que je peux ouvrir dans Xcode après pour le modifier. Si. Si, Si, bien sûr. D'accord. C'est pour ça qu'on a besoin d'un ok. max sur le réseau, en fait, c'est qu'il fait le check en permanence sur le storyboard pour Ouais. tester sa validité. Et dès que c'est invalide, en fait, il casse, entre guillemets, dans le designer iOS, comme il ferait sur un Mac avec Xcode. Et En fait, sur on peut vraiment l'ouvrir dans les deux sens. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que si vous voulez partager finalement ce storyboard avec un designer iOS qui a l'habitude de travailler sous Xcode, c'est tout à fait possible. Et il en va de même en fait pour Android. Pareil, donc ouais, je peux utiliser des layouts librement en XML ou faire du XAML. Ouais. Ok, merci. D'autres questions? Il y en a une devant. Bonjour. J'aurais voulu savoir quelle était la meilleure préconisation pour développer des objets graphiques métiers sous Xamarin. Par exemple, avoir une librairie d'objets graphiques de bas niveau, genre moteur, van par exemple, animés, et que ces objets soient donc animés et représentés de la même manière sur n'importe quelle plateforme. Donc en gros, c'est faire des composants graphiques réutilisables, c'est ça, ouais. Grosso modo. En fait, ce sera la même approche qu'en natif, finalement. Vous allez déclarer vos composants, sauf que vous allez développer en C#, donc ça c'est tout à fait possible. Et même très souvent, il y a des gens dans la communauté qui aiment bien retranscrire des composants qui existent déjà. Et plutôt que de faire les wrappers, comme on disait tout à l'heure, parce que c'est des projets finalement relativement simples, ils vont retranscrire directement le code Java, par exemple, en C#. Genre Java vers C#, c'est le plus simple. Objective-C, c'est un peu plus compliqué, même si c'est tout à fait faisable. Dans l'idée, en général, ça part plutôt dans ce sens-là. Mais après, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. On peut, on peut dériver d'une view, que ce soit sur iOS, Android, et faire des petits composants utilisables. Soit partir de Java, soit partir de C# pour développer ces composants en fait. En fait, on a le choix en fait. Soit effectivement vous le développez en Java, puis après vous faites le wrapper. Donc il y aura un petit travail dans tous les cas d'adaptation à Xamarin. Soit vous le faites directement en C#. Ça dépend de vos compétences finalement. Ça dépend de là où vous êtes le plus à l'aise. Et ça dépend aussi si vous avez déjà essuyé les plâtres ou pas sur le côté, comme je disais, wrapper, qui demande aussi un petit travail supplémentaire. Et j'ai une autre question. Nous, on utilise déjà des VM pour développer. Oui. Ça pose problème d'intégrer Xamarin dans des VM existantes? Pas de problème particulier. C'est quoi? C'est des VM VMware. Oui. C'est quoi? C'est du Windows? Oui, c'est Windows. Windows 7 ou 8. Ouais. D'accord. Non, il n'y a pas de souci particulier par rapport à ça. Encore une fois, faut que si vous développez sur iOS, il faut juste que le Mac soit accessible sur le réseau, sans contrainte.
si possible. Après, il y a pas mal de docs, on va dire, sur site web en cas de petits soucis, mais grosso modo, ça marche. Merci. De rien. Est-ce que vous avez un exemple d'application célèbre, entre guillemets, qui utilise Xamarin, qu'on pourrait descendre et tester et voir à l'usage ce que ça donne, quoi? Application connue, il y a RDO, qui est probablement la plus connue, la plus mise en avant par Xamarin. Donc c'est un équivalent de Spotify. Vous pouvez la télécharger, créer un compte, c'est gratuit. Pour le coup, elle est canon. Il y a vraiment des animations dans tous les sens, elle est fluide, il n'y a pas de problème. Pas de problème de leak mémoire ou quoi. Il y a un gros investissement de RDO dans cette application, ce qui fait qu'ils ont construit vraiment leur framework à eux pour développer l'application. Et du coup, maintenant, ils sont capables de faire une release simultanée sur les 3 plateformes, donc Windows Phone, iOS, Android. À chaque nouvelle release, en fait, ils arrivent à déployer 3 versions en même temps, quasiment. En autre application un peu connue, c'est souvent des applications business. Il y a un petit doc qui récap tout ça sur Xamarin.com. En fait, Xamarin.com/enterprise de mémoire. Vous avez un petit récap avec les apps les plus connues. Après, il y a pas mal de partenaires. J'avoue, je ne les ai pas tous en tête. Il y a du Bosch, il y a Direct Energy. Je ne les ai pas tous de tête, je suis désolé. Mais on peut en discuter tout à l'heure, sinon je peux vous donner le listing complet. Je dois avoir ça sous la main. Moi j'avais une question là. Tu disais tout à l'heure que l'application de base genre Hello World était plus lourde. Est-ce que tu as des chiffres à Hello World, combien ça pèse sous iOS, combien ça pèse sur Android par exemple? C'est une bonne question. Je m'étais dit que j'allais checker justement ce nombre. On a juste oublié de le faire. Ouais, de base, je pourrais vérifier. Hein. Si vous venez après, je pourrais vérifier avec vous. De base, ça va être entre 2 et 3 mégas. En fait, il faut savoir qu'il y a un système de linking qui va automatiquement embarquer les DLL qui sont utilisés réellement par l'application. Donc, très souvent, quand on va utiliser le framework.NET, il va embarquer uniquement les bouts de framework.NET qui sont réellement utilisés. C'est-à-dire que si on utilise tout le framework.NET, alors là, il faut y aller, il faut s'accrocher, potentiellement, on rajoute 18 mégas, enfin 17-18 de mémoire à notre package. Rien que juste ça correspond en fait au lib.NET. En général, comme ça ajuste le tir, on est en moyenne à 5-6 mégas. C'est pas énorme. 5-6 mégas pour une application qui fait quoi? Pour une application, on va dire standard, je sais pas, qui a une dizaine d'écrans avec du partage, avec un petit peu de complexité. Bah ouais, une application de base, c'est-à-dire des views, un login, peut-être quelques fonctionnalités natives comme du sharing. Ouais. Merci. Ouais. Ok, merci.